Bonjour, bienvenue dans l'émission L'autre potentiel, j'ose ma différence, l'émission faite pour et par les autres potentiels, où chaque histoire nous révèle que nous sommes tous, à notre manière, uniques, incroyablement capables et profondément connectés. Et ce n'est pas Marie-Ève Tris que nous recevons pour la 3e fois aujourd'hui qui dira le contraire. Et nous allons commencer directement cette dernière partie de l'interview avec Marie-Ève. On va se pencher aujourd'hui sur le potentiel qui se cache derrière l'autisme. À côté de tous ces inconvénients, c'est quoi les cadeaux? C'est quoi le potentiel que ça t'offre? Alors, moi, je crois, je crois que la première chose qu'il faut faire dans la vie, et ça, c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose, c'est une conviction personnelle. Enfin, tu vois, Marc, en fait, moi, je suis une adepte de la philosophie stoïcienne. Marc Aurèle, etc., accepter ce que je ne peux changer et changer ce qu'il faut changer. Et le discernement pour différencier l'un de l'autre. Et c'est vraiment là-dessus, je peux pas changer ce que je suis. Et donc on est au niveau de l'identité. Voilà. C'est pas quelque chose qui s'attrape, c'est quelque chose que l'autisme, c'est congénital. Donc on est autiste, on grandit autiste, on reste autiste jusqu'à la fin de ses jours. Ce n'est pas une maladie. Et ça, je tiens bien à le dire pour les auditeurs, parce qu'il y a beaucoup de gens. Souvent à la limite de l'arnaque d'ailleurs, qui vont venir vous dire que si vous mangez moins de sucre ou que vous mettez des antennes spéciales dans votre maison, l'autisme il va partir. Ce n'est pas vrai. L'autisme c'est une condition cérébrale et si quelqu'un est diagnostiqué autiste, ce n'est pas à cause d'un vaccin, ce n'est pas à cause de la bouffe, c'est vraiment son cerveau qui est câblé différemment. C'est ainsi. Comme les hauts potentiels, c'est encore un câblage qui est différent. Voilà. Et du coup ma question elle me revient. On a intérêt, du coup, à diagnostiquer ça assez rapidement pour que l'enfant ou l'adolescent ou le jeune adulte puisse se comprendre beaucoup. Ah oui, mais bien sûr. Je peux vous assurer que mon fils, qui est diagnostiqué quand même depuis plusieurs années, vit beaucoup mieux son adolescence que moi j'ai vécu la mienne. Voilà. Déjà, quand moi j'ai vécu, les deux vécus, à l'école, on a tous les deux vécu du harcèlement. Moi, on disait, si tu changeais un petit peu tes attitudes, peut-être que les gens, ils s'acharneraient moins sur ta tête. C'est vraiment, t'es quand même bizarre, tu le cherches, ce genre de discours que je recevais. Et je pensais effectivement que j'avais quelque chose en moi qui n'était pas juste. Mon fils, quand il a été harcelé, eh bien, on a dit, oui, c'est quand même pas cool de harceler quelqu'un sur base du fait qu'il a un handicap. Donc, on va prendre les choses en charge. Là, on l'a changé d'école parce que dans sa précédente école, c'était pas correctement pris en considération. Et puis, le harcèlement dans sa nouvelle école, il a été très bien intégré avec ses particularités parce que c'est normal pour lui et que tout le monde considère que c'est normal pour lui. Oui, mais alors à ce moment-là, les inconvénients, il y en a déjà nettement moins. Et c'est ça que tu disais, mais quels sont, à côté de tous les inconvénients, quels sont les avantages ? En fait, déjà, première chose, à partir du moment où on comprend qu'on est autiste, on accepte qu'on a certaines particularités et où le monde, moi personnellement, je suis pour obliger le monde à accepter ses particularités. En tout cas, moi, je prends mes dispositions par rapport à moi et les gens, ils font avec et puis voilà. Mais les inconvénients vont diminuer déjà drastiquement parce qu'ils viennent surtout, il faut bien le dire, de l'extérieur et de l'intolérance de certaines personnes. Mais comment tu es passé à côté de moi et tu m'as pas vu, mais quelle épouvantable horreur. Écoute, je suis autiste et c'est vrai que je suis souvent dans ma bulle, donc désolée, je t'ai pas vu, et ne pas en faire tout un fromage, ce serait déjà bien. Ça limite déjà les inconvénients. Malgré tout, il va en rester. On va pas se leurrer, ça va toujours être difficile d'aller au supermarché, ça va toujours être compliqué d'interagir socialement et il va toujours falloir faire attention. Et je pense d'ailleurs, en grande partie, et on revient au poste que j'ai fait, que nous sommes en minorité. Donc, nous devons nous adapter en grande partie et autant que faire se peut à la majorité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si quelque chose ne va pas avec quelqu'un, il va pas le deviner tout seul.
Et ce n'est pas forcément parce que c'est quelqu'un qui est fermé d'esprit ou volontairement méchant, c'est quelqu'un qui n'est tout simplement pas au courant qu'il est en face d'un autiste et que, du coup, il se passe certaines choses que lui-même ne comprend pas. Moi, j'ai l'habitude, quand je vois qu'il y a des incompréhensions, de poser l'autisme. En disant, ben voilà, je suis autiste, et donc, voilà, ça crée peut-être une incompréhension. En général, la personne en face, du coup, elle se sent moins jugée. Elle a l'impression d'être moins maladroite. Ah oui, je comprends, c'est parce qu'elle est autiste. Ah ben alors, du coup, je peux être plus zen. C'est pas entièrement ma faute non plus. Il faut se dire que, ben voilà, il y a quelque chose entre nous deux qui fait que ça peut se passer moins bien. Voilà, c'est le poser là et le dire, ça permet de déculpabiliser tout le monde. À partir du moment où les choses sont posées, donc déjà, les inconvénients vont se réduire. Après, il y a des avantages à l'autisme. Premier avantage, c'est qu'on est, en tout cas mon fils et moi, hypermnésiques. Alors, étudier un cours de 1000 pages en 2 jours, c'est parfaitement faisable. On veut la recette. En fait, c'est pas possible. On aimerait bien. Alors ça, c'est l'autre chose que je cherche depuis ma naissance, Marc, c'est une baguette magique, parce que ça permettrait beaucoup de choses. L'embêtant, malheureusement, c'est que ça n'existe pas. Donc, nous, on a tous nos inconvénients, mais on a nos avantages, et effectivement, on assimile une grande matière très vite. Je le vois dans mon métier de guide. Beaucoup de guides travaillent énormément en termes de mémorisation des contenus. Moi, c'est un non-fait, la mémorisation des contenus. J'ai lu le contenu, j'ai entendu le contenu, il est retenu. Automatiquement. C'est aussi simple que ça. Et donc, de ce fait, j'ai des capacités de travail qui sont supérieures à la moyenne. J'ai des grosses capacités de concentration. Je peux travailler très rapidement. Ce qui fait que, voilà, j'ai quand même créé mon ASBL, le Tamanoir, avec un conseil d'administration, mais je gère en fait tout toute seule. J'ai aussi créé l'Union professionnelle des guides et médiateurs culturels de Belgique et je défends la profession de guide et de médiateur culturel. Je suis active à des tas de niveaux et je vois que mes capacités de travail compensent très largement le fait que j'ai besoin de plus de repos que les autres. Alors, si d'autres auditeurs se retrouvent dans l'autisme, moi, ma recette, c'est faire attention à bien manger, une alimentation équilibrée, parce que dès qu'on va manger trop de sucre, on va être sujet à des chutes de glycémie qui sont un stimulus supplémentaire dont on peut bien se passer. Faire attention à dormir correctement. Alors, beaucoup de gens ont besoin de 8 heures. Nous, ça peut être 9 ou 10 heures par nuit. Attention, il faut se les octroyer. Un bon sommeil, c'est la clé. Moi, je n'ai pas le temps de ne pas dormir assez. Je le dis clairement. Si je ne dors pas assez, je ne suis plus du tout efficace parce que je vais me disperser. Alors, à côté de ça, on peut avoir effectivement un déficit d'attention. Alors, c'est vraiment bizarre à dire de se dire qu'on peut se concentrer sur un intérêt restreint pendant des heures, mais qu'à côté de ça, on va perdre ses clés, son portefeuille, ne plus savoir où on a rangé telle ou telle chose, ne pas savoir organiser une armoire. Il y a les troubles de la fonction exécutive aussi, dont j'ai pas parlé. Je me retrouve, par exemple, avec tout mon matériel d'atelier. En fait, j'ai besoin pour le ranger, de d'abord faire une liste de comment je vais le faire avant de le faire. Parce que sinon, je suis juste incapable de savoir par où commencer. J'ai un tas de broches, je suis dépassée. Et là, non. D'abord, on va reclasser les fournitures par sorte. Ensuite, Et donc, j'ai vraiment des procédures pour ce genre de choses, pour m'aider, pour quand même pouvoir le faire. Et j'ai mis des années à apprendre ça. Je peux dire que j'ai su ranger efficacement une armoire à 40 ans, tout au plus. Avant ça, je mettais des trucs dans des armoires, quoi, mais je n'étais pas efficace. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver aussi. Mais on a les capacités de compenser. Quand, en tout cas, on est autiste de haut niveau ou autiste à haut potentiel, comme je le suis, on a les capacités de compenser et on a les capacités de s'organiser de l'extérieur en disant, tiens, et il y a des tas d'outils qui existent dans le monde pour s'organiser. Pour l'hypersensibilité, t'en as certainement déjà rencontré des tas qui sont hypersensibles. C'est aussi un cadeau. Parce que je dis toujours qu'on est beaucoup plus amoureux que les autres.
Parce que voilà, tout ce qui est sentiment et émotion vont être décuplés, c'est clair. Donc l'émotion devant le beau, toutes les émotions de joie, de positivité sont aussi décuplées. Moi, je n'aimerais pas vivre ma vie autrement. Alors enfin, il y a une chose sur laquelle je voulais revenir, et dans les avantages, on dit en général que les autistes n'ont pas d'empathie. C'est totalement faux. Un autiste ne sait pas lire un visage, c'est différent. Ce qui veut dire que quand la personne va afficher un visage souriant, mais qu'en fait elle est triste ou en colère ou que sais-je, l'autiste va le sentir immédiatement. Et donc il sentira le vrai sentiment de la personne. Et donc il va s'ajuster à ce vrai sentiment-là. Et alors on dira oui, mais il est venu tout sourire et puis en fait l'autre et comme on n'est pas les personnes nécessairement, on est très naïve et on n'est pas forcément les personnes les plus délicates du monde, mais la personne va arriver avec sa tristesse, avec tout sourire, on va lui dire mais qu'est-ce qui va pas? Et la personne va pas être très contente parce qu'elle justement elle avait envie de masquer ça, et donc toutes ces intentions là on verra pas. Mais l'émotion, on a une communication avec l'émotion directe des gens. Alors ça a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est qu'on sait exactement à qui on a affaire. On ne nous manipule pas, c'est très clair. On est imperméable à ça. Mais de l'autre côté, ça a des inconvénients parce que vous êtes assis dans le train et à côté de vous, il y a, je sais pas, un type, il doit avoir une rupture amoureuse ou quoi, mais en tout cas, il est dans un état cataclysmique. Ça ne se fait pas d'aller prendre le gars dans ses bras en disant « pauvre monsieur ». Enfin, donc, on va devoir vivre avec toutes les émotions des autres tout le temps, qu'on sent et qu'on imagine, comment dire, on imagine le vécu qu'il y a derrière et tout, on doit vivre avec ça. Et moi, personnellement, j'ai pas encore trouvé le moyen de m'en couper. C'est quelque chose qui n'est pas possible. Pour le moment. Oui. Alors maintenant, en visio, ça ne marche pas. Hein. Donc, ce qui veut dire que si quelqu'un est en visioconférence avec moi, je vais avoir extrêmement des difficultés à dialoguer parce que je n'ai plus aucune lecture émotionnelle. Qu'est-ce que le fait d'être en présence de la personne pour toi est différent de la visio? Je pense que c'est le non-verbal, j'imagine. Enfin, je ne parviens pas à disons qu'il y a un contact qui se fait en vrai et qui ne se produit pas du tout quand on est en visio. Et même dans les réunions et tout, les rapports de force entre les gens se sont beaucoup mieux dans la réalité. Déjà, la manière dont ils vont s'asseoir et tout, enfin, je sais pas t'expliquer. Alors, ma prochaine question va peut-être te sembler bizarre, mais je vais aller encore plus loin dans le potentiel. Tu as dit, on est une minorité, hein, et c'est normal, et on doit s'adapter à ce que comment la majorité fonctionne. Je voudrais inverser les choses. Parce que moi, je suis aussi persuadé que cette minorité, elle peut être très inspirante pour la majorité. Et donc, qu'est-ce que la majorité devrait puiser chez cette minorité et elle serait enrichie, en fait? En fait, je pense que la majorité devrait utiliser nos capacités. C'est vraiment nous. Je dis toujours, au Moyen-Âge, on aurait été des moines et des nonnes copistes à faire de magnifiques enluminures sur des manuscrits. Et comme on aurait fait vœu de silence, tout le monde nous aurait foutu la paix. Le problème, c'est que on n'est pas au Moyen-Âge. On est dans une époque qui est hyper connectée et tout, et où tout vole dans tous les sens. Et peut-être que cette idée d'aller chercher des capacités d'analyse, des capacités de mémoire, des capacités de cognition très fortes sur certains sujets, on devient des hyper spécialistes dans nos intérêts spécifiques d'ailleurs. Hein. Eh bien, c'est cette capacité d'expertise qu'on peut offrir au monde et qu'on offre au monde d'ailleurs, puisque j'ai entendu que quelqu'un comme Mark Zuckerberg était autiste aussi. Et que voilà, il a quand même créé Facebook, quoi. C'est quand même pas mal. J'ai entendu, enfin voilà, on sait que dans la Silicon Valley, apparemment, il y en a plein. Donc on est des bons geeks. Alors en général, un autiste, c'est très naïf.
ça va éviter le double sens et ça va être incapable de manipuler. Bah, c'est quand même mieux un monde où il n'y a pas de manipulateur, quoi. Enfin, je veux dire, certains diront on manipule tous un petit peu, bah, probablement, mais pas de manière néfaste, ni de manière... Enfin, voilà, on sait tous la différence entre de la manipulation perverse et dire simplement « Ouais, mon réveil a pas sonné, c'est pour ça que je suis en retard. » quoi. Enfin, c'est pas la même chose. Mais les autistes ne savent pas cacher leurs intentions et sont persuadés que, ben, puisqu'ils lisent les intentions des gens, ben, ils réagissent par rapport à ces intentions-là. Et donc, de ce fait, ça éviterait pas mal de problèmes d'avoir une communication plus claire et plus explicite. Parce que, voilà, les implicites, c'est un vaste sujet. Expliciter l'implicite, comme disait ma grand-mère, hein, ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Hein. Et donc, voilà, le fait d'expliciter les choses permettrait d'évacuer pas mal de conflits aussi, je crois. Alors, il y a aussi une autre chose qu'on a, c'est que comme on ne s'encombre pas de tout cet implicite, on voit des problèmes pratiques et des solutions pratiques. Et une des grandes choses qui est dans mon domaine de compétences, c'est l'éducation des enfants. Le nombre de parents qui viennent me trouver en tant que coordinatrice d'une ASBL qui s'occupe d'enfants et qui me disent « Ouais, mais enfin, je sais pas ce qu'elle nous fait, je sais pas ce que ça veut dire. Hein. Mais le soir, elle sait pas aller dormir et ça prend des heures. Et donc, je sais pas quel est le message derrière ça. Qu'est-ce qui se passe derrière ?» Ben nous, on va rien voir derrière. On va se dire « on a un problème. » Le parent, il veut aller au lit et l'enfant, il dort pas. C'est chiant. Donc, essayons de trouver des trucs pour que notre enfant soit au lit à l'heure, ce qui serait quand même pas mal parce qu'en se levant, il sera plus en forme et donc moins ennuyeux. Essayons de trouver des trucs et astuces. Qu'est-ce qui se passe? Où il dort? Ah oui, il dort avec son frère, il saute sur le lit de son frère, il interagit. Bon, ben ok. Et si pendant la durée des travaux, tu lui dis que si elle chahute avec son frère, tu la mets dormir dans le salon. Hein, et donc, du coup, voilà, elle ira plus sauter sur le lit de son frère. Et tu dis que c'est le deal, hein, voilà, et que toi, tu as besoin de dormir et tu poses le problème. Problème réglé en une semaine, la petite fille redort. C'est un exemple parmi d'autres. Voilà, nous, on n'est pas à essayer de trouver des raisons derrière. Nous, on voit ce qu'on voit. D'ailleurs, soit dit en passant, un enfant, ça ne manipule jamais non plus. Je n'ai jamais vu un enfant manipulateur. Jamais. Je dirais ça commence à l'adolescence. Avant ça, il n'a pas les capacités mentales pour le faire, tout simplement. Et donc, de ce fait, prenez son comportement pour ce qu'il dit. Il dort pas, eh ben, il dort pas. Eh ben, c'est chiant. Eh ben, on peut le résoudre de manière pratique. Du coup, ça désémotionnalise énormément les choses. Et on résout les choses de manière beaucoup plus efficace puisqu'on n'est plus des tonnes d'émotions, de culpabilité et autres derrière. Problème pratique, solution pratique. J'adore. Et oui, le côté franc, le côté sans filtre, oui. C'est aussi quelque chose que moi, ça m'inspire. Alors oui, il y a le côté franc et sans filtre, mais parfois on ne saura pas dire. Et ça, il y a des autistes qui, c'est pas qu'ils ont un filtre, c'est qu'ils sont incapables de mettre des mots sur leurs émotions. Mon fils est comme ça, je peux le voir émotionné, mais il sait pas ce qui se passe en lui. Ils sont des trucs. Et ces trucs-là, il se trouve que c'est des émotions. Mais voilà. Et ça peut être compliqué. La communication n'est pas facile. On a des problèmes sociaux. Et ça reste un fait. Et voilà, maintenant, c'est ce qu'on appelle l'alexithymie, hein, c'est cette difficulté d'avoir un vocabulaire émotionnel plus riche, ça s'apprend aussi progressivement. Mais effectivement, si un autiste pense quelque chose, il va le dire. Et puis, il y a un humour particulier aussi. On fait des jeux de mots à la con, voilà, c'est comme le double sens, c'est quelque chose qui est compliqué chez nous. On va les relever tout le temps dans la langue française. Par exemple, le fameux « mettre une grosse caisse dans une grosse caisse ». Il y a ce côté où les mots qui ont deux sens, ça va nous titiller et on va faire énormément d'humour avec ça. Donc il y a de l'humour quand même alors. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Et de dire que les autistes n'ont pas d'humour, c'est une incompréhension mutuelle. En fait, nous, on va être très insensibles à l'humour de situation. Par exemple, Mr Bean, moi, ça me parle pas du tout. Ça fait hurler de rire certaines personnes et je l'entends, mais moi, ça me parle pas vraiment.
Par contre, tout ce qui est jeu de mots et un humour plus, parfois même noir, ça peut me faire rire, oui. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et à laquelle tu souhaiterais répondre? Un thème qu'on n'a pas abordé. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que un autiste est bien plus que son autisme. Et qu'il ne faut jamais, mais absolument, s'il y a bien quelque chose que ça m'a appris, tout ça, c'est de ne jamais réduire les gens aux manifestations de leur handicap. Tu emploies le mot handicap? Oui, j'emploie le mot handicap pour l'autisme parce que, voilà, mais quelqu'un qui, par exemple, ne sait pas marcher, ben, il n'est pas réduit à sa condition de fauteuil. C'est un être humain riche d'un monde intérieur, d'une vie, qui a des tas de capacités. Et ces capacités, il faut les reconnaître. Et probablement que, avec ce qu'il vit, il a développé des capacités que nous n'avons pas. Probablement, d'ailleurs, une force dans les bras supérieure à la mienne. Mais, parallèlement à ça, il faut rester compréhensif face aux difficultés qu'il rencontre. C'est exactement pareil avec l'autisme. Il faut être compréhensif par rapport aux difficultés qu'une personne peut rencontrer. Et d'autant plus que l'autisme, ça se voit pas. Et donc, on va penser que la personne le fait exprès, qu'elle pourrait faire un effort. Non, ce n'est pas si simple. Mais à côté de ça, on a développé des capacités aussi et qui sont importantes. Il ne faut pas réduire les gens. On n'est pas que autiste. On a un imaginaire riche. On est des humains avec des émotions comme les autres. Et au final, sur le fin fond de l'histoire, on est des humains. Voilà. Les autres potentiels. On a tous un potentiel différent. C'est pour ça que j'emploie ce terme, parce que ça englobe en fait toutes les réalités. Comme dirait Artus, vous avez un petit truc en plus. Oui, on a un petit truc en moins sur certaines parties, en plus sur d'autres. Et donc, on n'a plus de normes, voilà. Alors, je reviens sur le mot handicap. Je peux le comprendre si on est parce qu'on n'en a pas parlé, en préparant là, juste avant de commencer l'émission. Tu me disais que 4 autistes sur 5 sont en déficience mentale. Oui. C'est ça? Ça, oui. On n'en a pas parlé, ça vaut peut-être la peine qu'on aille quelques minutes là-dessus. Et là, je pourrais éventuellement entendre parler d'handicap concernant ce 1 sur 5 dont tu fais partie. J'ai un peu plus de mal, donc je voulais, voilà. Moi, je définis par handicap des difficultés des difficultés liées à ma condition. C'est-à-dire que, effectivement, il y a toute une série de choses que je ne suis pas capable de faire parce que je suis autiste. Oui, mais je suis incapable de lire un livre ou un syllabus de 1000 pages en 2 jours. Et ça, par rapport à toi, je suis un handicapé. Oui. Dans ta définition, c'est juste ça que je voulais un peu challenger. Effectivement, mais les difficultés sociales sont bien réelles. Et ça va signifier surtout. Et en fait, ici, quand je parle de handicap, je parle surtout au niveau des enfants. D'accord ? Okay. Donc, prenons notre petit autiste qui est en première année primaire. Il a besoin d'aménagement raisonnable dans sa classe. Et il a besoin que l'institutrice mette en place des choses pour lui, exactement comme l'aurait un enfant dyslexique ou un enfant dyspraxique ou un enfant en chaise roulante. Il a besoin qu'on aménage les choses. Comme je dis souvent, parce que beaucoup sont toujours en disant mais alors, c'est pas juste, le diplôme n'est pas le même pour tout le monde. C'est ridicule. Moi, je porte des lunettes par ailleurs, parce que j'ai des très mauvais yeux. Et ces lunettes me permettent de voir correctement. Ça ne m'avantage pas par rapport aux autres de la classe, évidemment. Donc, c'est exactement la même chose. Quand on va, par exemple, veiller à ce qu'un autiste, bêtement l'aider à ranger ses affaires, lui donner des méthodes pour ranger ses affaires au bon endroit, les retrouver et tout, on lui fait pas une faveur, on lui donne des lunettes, tout simplement, qui fait qu'il va pouvoir fonctionner dans un milieu adapté. Alors malheureusement, si en primaire, c'est très très souvent le cas, les écoles sont très ouvertes et beaucoup d'institutrices font leur maximum, arrivé dans le secondaire, les choses sont beaucoup plus compliquées et en tant que maman, chaque année, je prends mon petit bâton de pèlerin et je vais expliquer à chaque prof que mon fils est autiste parce qu'il a besoin de certains aménagements, blabla, brol. Mais dans l'enseignement général.
Il est dans l'enseignement ordinaire, oui. Ouais. Alors, beaucoup vont dire, oui, mais pourquoi, et alors il n'est pas dans le spécialisé, ça relève du spécialisé. Oui, mais non. Parce que, pour moi, la véritable inclusion, c'est de mettre un maximum d'enfants dans l'ordinaire. Et j'espère que les auditeurs seront vraiment d'accord avec ça. Un maximum d'enfants doit avoir un maximum de chances. Enfin moi j'en suis convaincue. Donc pour moi parler de handicap est important pour l'éducation des enfants. Alors que faire si vous avez un petit autiste à la maison, voilà, votre petit extraterrestre a débarqué, en fait informez-vous, lisez. Et il y a un livre que je renseigne, c'est un livre de Rudy Simone qui s'appelle L'Asperger au féminin et qui va vous donner toutes les clés pour comprendre une petite fille autiste. Si vous vous posez des questions aussi en tant que femme, ça vous donnera des clés sur l'autisme au féminin, qui est souvent moins visible que l'autisme en général. Alors, d'autres livres, d'autres lectures, d'autres sources pour se renseigner? Moi, c'est vraiment celle-là que je flash parce que c'est une personne autiste qui l'écrit et qui explique de l'intérieur ce qu'on ressent et avec des mots beaucoup plus ajustés que quand c'est quelqu'un qui ne l'est pas et qui vient plaquer parfois certaines croyances avec un certain paternalisme, il faut bien le dire, sur l'autisme. Alors, il y a autre chose, c'est si vous avez un enfant ou un conjoint autiste, n'hésitez pas quand il est dans sa bulle à le laisser tranquille. On a besoin de larges plages de solitude pour être bien et voilà, ça implique que ce n'est pas dirigé contre vous, ça n'est pas dirigé contre qui que ce soit, c'est juste une manière de recharger nos batteries sociales et nous permettre d'interagir mieux par la suite. Si on est là, couché sur notre lit, les yeux dans le vague, à scroller sur notre téléphone, non, on n'est pas dépressif, pas forcément, même si ça peut arriver, mais en tout cas, on a besoin de ce moment-là à déconnecter du monde. Ouais, comme tout enfant, j'ai l'impression. Hein. Ça serait bien que chaque enfant puisse un peu être Moi, je suis pour le droit à l'ennui pour les enfants, vraiment. Ne surchargeons pas nos enfants d'activités scolaires, mais encore moins les autistes. Et d'ailleurs, soit dit en passant, les extrascolaires, ça va être très compliqué pour un enfant autiste. Moi, personnellement, j'ai eu mes premiers extrascolaires à l'âge de 15 ans, parce que j'étais pas sécurisée, et donc je ne savais pas profiter de mon extrascolaire. Tout était axé sur survivre. Mon fils, il a pu aller à l'académie parce que on était dans un environnement hyper safe. Lui, il allait aux Beaux-Arts, donc l'enseignant était au courant qu'il était autiste. Moi, j'étais dans l'atelier de peinture à l'étage. Et donc, si jamais il se passait quoi que ce soit qui l'insécurisait, eh bien, l'enseignant pouvait référer à moi qui était à l'étage. Et la vérité, c'est que tout s'est toujours très bien passé parce qu'il savait que j'étais là, il savait que le cadre était mis en place, qu'il était en sécurité et que voilà, il était dans ce bâtiment-là, toujours à la même place, etc. et que c'était acquis. Ce parcours est génial. Et je reste quand même persuadé que le mot handicap, il me heurte parce que je préfère parler de différence, parce qu'il n'y a que de handicap que si le monde n'inclut pas. Et comme nous sommes tous différents, et si on s'acceptait tous dans nos limites, si on respectait les besoins des uns et des autres, Mais Marc, tu es dans un monde qui n'accepte déjà même pas que certains puissent être gays, que certains puissent être trans, que certains puissent être... alors, le monde n'accepte pas non plus que certains puissent être autistes. Mais est-ce qu'être gay, c'est un handicap ? Je crois pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi-même, je ne le suis pas, et donc je ne me permettrai jamais de parler au nom de quelqu'un qui l'est. Ouais, ok. Je reste quand même persuadé que... Alors, à part quand on est vraiment dans la déficience mentale, et là peut-être on peut parler plus au sens scientifique du terme de handicap, mais dans ton cas, vraiment, tu es tellement inspirante que j'ai du mal. Merci. Oui. Je garde toujours cet exemple de toi, puisqu'on s'est connus dans l'école de coaching, Humanity Coaching. Tu as suivi la formation. Et je sais que quand tu as pris la décision d'arrêter, parce que tu dis pour moi c'est trop, hein, et dans ce que j'entends, c'est tout à fait compréhensible. Il me reste que j'ai encore en mémoire l'un ou l'autre coaching que tu as fait et que je trouvais juste génial, parce que ta différence
permettait d'aller dans une profondeur, et peut-être sans que tu t'en rendes compte, bien sûr, mais elle permettait vraiment d'aider la personne qui était en face de toi, parce que tu arrivais avec des questions qui étaient impactantes, sans doute du fait de cette différence, du fait de ce non-filtre, et je trouvais ça génial. Donc, je pense vraiment qu'on a beaucoup intérêt à être inspiré de personnes comme toi, et c'est pour ça que je t'avais invité. Merci. Mais c'est vraiment du fond du cœur que je te le dis, parce que c'est quelque chose que je pense. Est-ce qu'il y a encore autre chose? Non. Non? Ok. Eh bien, du coup, je te remercie. Avec plaisir. Et si on a besoin de tes services, la SBL de Tamanoir, on peut trouver ça où? Alors, sur Internet, www.letamanoir.be. On est présent aussi sur Facebook, Instagram et LinkedIn. Ouais. Et donc, faut jamais hésiter à me contacter. Nous, on fait surtout des trucs sur mesure. Donc, voilà, famille, enseignants, enfants. Voilà, bienvenue à tous. Merci profondément de nous avoir écoutés. Merci pour vos témoignages, merci pour vos messages. N'hésitez pas à partager cette émission à tous ceux que cela pourrait intéresser dans votre réseau. Abonnez-vous à notre newsletter, abonnez-vous à ce podcast car nous continuerons à explorer tout le potentiel des autres potentiels. À la semaine prochaine pour la suite de nos aventures.